Emmanuel Macron qui ne devrait pas tarder à arriver à l'endroit où se trouve Alizé-Boissin. Vous êtes avec les manifestants qui sont très encadrés par les forces de l'ordre. Est-ce que vous voyez peut-être le chef de l'État? Oui, alors le comité d'accueil, là, a commencé de nouveau à taper sur les voitures, à se faire entendre, puisqu'il semblerait que le président de la République soit arrivé. Alors nous, de là où nous nous trouvons, sur ce parking qui donne face au lac, on ne voit pas évidemment d'officiels, mais tout à l'heure, nous avons vu plusieurs voitures, un convoi d'officiels passer. Et c'est à ce moment-là que les tensions se sont renforcées entre les CRS, les gendarmes et les manifestants. Je le rappelle, 2 personnes ont été interpellées. Interpellés, on entend les huées des manifestants qui sont contenus et retenus par les forces de l'ordre. Vous êtes en relation avec le médecin qui assure la population. Collard. Ouais. Non. Bah normalement oui, sinon je peux essayer de t'appeler. L'idée étant effectivement d'appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences afin d'être le mieux orienté possible, y compris vers les structures de soins non programmés ou de différer l'avenue aux urgences. Nous sommes vraiment dans une logique de prévention. Évitons un afflux, évitons des délais d'attente qui seraient déraisonnables et absolument désagréables alors qu'il n'y a pas d'urgence de prise en charge. Donc nous avons pris des mesures internes dans l'établissement avec la mise en place du plan blanc, comme vous le savez, qui permet notamment de libérer des lits pour éviter des délais d'attente ou des patients qui seraient sans lit dans l'établissement et en attente aux urgences, qui permet aussi de prendre des mesures si nécessaire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais d'organisation interne spécifique à l'établissement. Par ailleurs, l'Agence régionale de santé a autorisé tout à l'heure le retour à domicile via les ambulances du territoire à domicile ou en EHPAD bien sûr la nuit, ce qui est une dérogation qui va vraiment nous permettre sur ce week-end exclusivement, à partir de ce soir, de fluidifier le retour à domicile. Nous travaillons encore une fois comme toujours avec l'ensemble de la communauté hospitalière et comme toujours, même si je suis arrivé récemment aux hôpitaux Champagne-Sud et à Troyes, je constate que les soignants savent anticiper maintenant aussi, après plusieurs années de crise, et puis se mettre en ordre de marche et trouver des solutions qui pourraient paraître il y a quelques jours, quelques semaines impossibles pour que finalement tout se passe bien et que les urgences puissent accueillir les urgences au CHT. Au niveau médicaux, nous échangeons avec nos professionnels, nous échangeons avec les professionnels extérieurs remplaçants, bien évidemment. En fait, c'est
pas rappeler, c'est qu'en réalité on échange pour, en cas de défection de dernière minute, trouver une solution, ce qui est le cas effectivement, et pas que des urgentistes, je le redis, de l'ensemble des professionnels et spécialités du CHT qui font tous un effort pour que les délais d'attente ne soient pas déraisonnables aux urgences et que tout le monde soit pris en charge, en particulier l'urgence vitale, mais pas que. Et donc si l'urgence n'est pas vitale ou importante et immédiate, le 15, la régulation vous trouvera une nouvelle orientation ou vous proposera un rendez-vous différé en fonction de la pathologie et de ce qui est décrit évidemment par la famille et vous évitera de venir attendre inutilement aux urgences. C'est bien notre objectif. Sur votre site internet, vous avez indiqué dans un communiqué de presse que l'accès aux urgences était conditionné à un appel préalable au SAMU, là, depuis quelques heures, même pas une heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire? Est-ce qu'on trouvera porte close si on se déplace aux urgences sans avoir appelé le 15? Bien sûr que non. L'idée, c'est qu'en appelant le 15, vous aurez un conseil médical, soit du médecin, soit de l'assistant de régulation médicale, parce que tout est évidemment très protocolisé avec des gens formés à l'urgence et au décryptage de la situation d'urgence par téléphone, pour vous orienter au mieux et éviter de venir aux urgences, d'attendre des délais de prise en charge qui sont parfois très longs et je l'entends difficilement supportable pour les patients et qui mettent une pression sur les équipes qui n'est pas forcément utile puisque notre objectif c'est de gérer déjà les premières urgences vitales, puis les urgences les plus importantes et ensuite les urgences les moins importantes. Vous avez bien compris que ce week-end, l'objectif est de gérer les urgences vitales, bien sûr, les urgences les plus importantes aussi, pédiatrie, traumato, orthopédie, enfin en tout cas tout ce qui fait le lot d'un week-end de 3 jours tel que celui qui s'annonce, qui ne fait que commencer en réalité. Donc ils ne trouveront pas porte close. Donc il n'y aura pas porte close, si vous voulez savoir. En tout cas, pour éviter d'attendre, éviter finalement de venir pour une urgence qui n'en est pas une au sens vital, appelez le 15, vous aurez le conseil médical, vous aurez la meilleure orientation possible en fonction de l'état de santé et puis appeler le 15 permet aussi de vous expliquer si vraiment c'est urgent, pas urgent et aussi surtout d'éviter de passer à côté d'une vraie urgence. Parce qu'au-delà de notre week-end, comme d'autres périodes de tension l'été dernier, nous avons encore trop de patients, de familles qui hésitent à appeler. Donc je repasse ce message de prévention sur des signes avant-coureurs d'infarctus, d'AVC. Donc n'hésitez pas à appeler si vous avez des doutes sur notamment ce type de pathologie potentielle. C'est plus large que le contexte du week-end. Merci d'être avec nous, Hélène Conway-Mouret, de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue socialiste, vous représentez les Français établis hors de France et c'est aujourd'hui la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un dispositif policier sans précédent. 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Est-ce que vous saluez cette décision du ministère de l'Intérieur de mettre les moyens pour assurer la sécurité des manifestations? Alors, assurer la sécurité, bien entendu. Mais moi, je suis assez surprise. Le ministre vient de dire qu'il y a 1000 éléments qui viennent de l'extérieur, certains de l'étranger. C'est que donc ces personnes ont été identifiées. Et je me demande pourquoi, quelque part, il n'est pas possible de les empêcher de perpétrer enfin, ces violences auxquelles finalement le ministre se prépare. Moi, ce qui me dérange dans tout cela, c'est que jusqu'à présent, nous avons eu des manifestations pacifiques. Nous avons eu jusqu'à près de 2 millions de Françaises et de Français qui ont manifesté dans le calme, encadrés par la sécurité des syndicats qui sont revenus maintenant dans la rue pour encadrer tout cela. Et que d'un seul coup, eh bien, on a besoin de ce chaos, on a besoin finalement de faire peur et quelque part cette violence va démobiliser ceux qui jusqu'à présent sont descendus, manifestés et qui aujourd'hui ne veulent pas se retrouver entre des black blocs d'un côté et les forces de l'autre. Mais juste pour qu'on soit clair, de l'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'avant les black blocs étaient empêchés d'arriver jusqu'aux manifestations et qu'aujourd'hui ils ne le sont plus? Je ne sais pas s'ils étaient empêchés jusqu'à présent, mais là nous avons un ministre qui vient de s'exprimer en disant qu'il y a la possibilité d'avoir des personnes qui ne viennent que
pour perpétrer de la violence, s'attaquer à des magasins, voilà, et donc tout cela crée le chaos. Mais s'ils sont identifiés, pourquoi est-ce que finalement les équipements avec lesquels ils peuvent arriver dans leur sac à dos ne leur sont pas retirés? Je suis allée manifester plusieurs fois dans les rues adjacentes au cortège. Eh bien, il y avait des policiers qui vérifiaient le contenu des sacs jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que cela n'est pas fait? Mais ce sera peut-être aussi le cas aujourd'hui. Je l'espère, mais alors il ne devrait pas y avoir de violences telles que celles qui sont attendues. Moi, je pense que c'est. Vous pensez que le ministère de l'Intérieur a les moyens d'empêcher toute forme de violence, mais qu'il ne le fait pas? Je le crois. Dans quel but? Écoutez, le fait de dissuader les Français d'aller manifester fait que quand nous avions 2 millions, s'il n'y en a plus que 500 000 aujourd'hui, parce que les gens auront peur, parce que les gens n'aiment pas le chaos, parce que les restaurateurs et tous ceux finalement qui sont les victimes de ces violences vont bien sûr s'insurger contre ceux qui les commettent, à un moment, vous savez, on tourne finalement la roue vers... Mais alors dans ce cas, pourquoi déployer 13 000 policiers et gendarmes? Parce qu'ils s'attendent à ces violences. Et que donc c'est bien qu'ils veulent les éviter. Ils veulent les éviter. Enfin, ils les éviteront, non. Vous avez vu jusqu'à présent les scènes de chaos auxquelles on assiste. C'est-à-dire que la violence a lieu, et dans les deux sens. Parce que ce qui s'est aussi passé du côté des policiers, aujourd'hui, est à revoir. Je sais qu'il y a un certain nombre d'enquêtes, mais les violences de la part des manifestants comme celles des policiers sont intolérables. Hier, Emmanuel Macron a reçu à déjeuner Elisabeth Borne, des ministres et puis les dirigeants de la majorité. Et il a eu cette phrase: il y a un réel projet de la France insoumise de vouloir délégitimer nos institutions. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Je pense que c'est irresponsable de la part de quelqu'un qui est élu depuis 6 ans maintenant et qui a fait un choix très clair d'avoir un régime présidentiel où toutes les décisions sont prises à l'Élysée, où nous avons encore un conseil de défense. Mais enfin, pourquoi est-ce que personne ne pose la question de la légitimité d'un conseil de défense qui a été mis en place à un moment où nous avions la pandémie à gérer, où nous étions dans une situation absolument exceptionnelle, qui demandait en effet des actions exceptionnelles et la mise en place par, en effet, de ce conseil de défense. Aujourd'hui, celui-ci continue à se réunir. Les décisions principales, enfin c'est ce que disent certains ministres, sont prises lors de ce Conseil de défense et non plus lors du Conseil des ministres. Et nous voyons bien que depuis 6 ans, nous avons les corps intermédiaires qui ont été délégitimés finalement de leurs fonctions, à la fois les syndicats qui reprennent, grâce quelque part à cette réforme des retraites, finalement à la place qu'ils auraient dû toujours avoir, qui n'ont jamais été invités à l'Élysée quand le président dit aujourd'hui qu'il tend la main. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas tendu avant de la proposition de mise en place de cette retraite? Olivier Véran, il dit, pour revenir à ce qu'on disait, Olivier Véran, il dit qu'il y a un continuum entre la violence du discours politique et la violence dans la rue, visant sans aucun doute la France insoumise. Vous partagez ça? Écoutez, moi je trouve que la violence vient de l'attitude du gouvernement. Souvent, nous l'avons vécu. Moi, je l'ai vraiment très très mal vécu. D'ailleurs, dans une des prises de parole, j'ai exprimé un sentiment très fort. J'ai dit quelque chose vient de se casser cette semaine au Sénat. Même au Sénat, où les débats finalement sont restés respectueux jusqu'à la fin. Bon, on nous a bloqué le vote, on nous a empêché de nous exprimer, mais nous avons quand même continué jusqu'au bout. Nous avons trouvé un consensus. La majorité, je crois, LR avait pris la mauvaise décision. Ils sont restés complètement figés sur ce totem des 64 ans qui est obsolète aujourd'hui. Enfin, c'était pas la façon de présenter les choses. C'est tellement peu la façon que l'on voit que et les gens demeurent mobilisés. Et c'est intéressant ce que vous avez dit dans votre propos introductif. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des manifestations. Enfin, dans toute la France, aujourd'hui, les ministres ne vont plus en visite ministérielle dans le pays, parce que je pense qu'il se ferait caillasser partout. Donc, cette violence, elle s'exprime à tous les niveaux, jusque dans les plus petits villages. Effectivement, il n'y a pas qu'à Paris, et vous faites bien de le dire. On va voir comment se prépare la mobilisation dans nos régions. On va à Nice, où on retrouve Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous. 10e journée de mobilisation aujourd'hui, Denis. Les précédentes mobilisations se sont déroulées dans le calme à Nice. À quoi s'attendre aujourd'hui dans votre région ?
Alors effectivement, Oriane, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des manifestations. Pour cet acte 10, c'est le titre de une de Nice Matin et de Var Matin. On attend beaucoup de monde aujourd'hui. 2 manifestations sont prévues dans les Alpes-Maritimes, à Nice et au Canet, 3 dans le Var, à Toulon, mais aussi à Draguignan et à Brignoles. 2 villes moins importantes, mais où la mobilisation est conséquente. Et dans le sud-est, on a rarement vu autant de monde dans les rues. À Nice, jeudi dernier, ils étaient 40 000 selon les syndicats à défiler. On a aussi enregistré beaucoup de perturbations, à la fois dans le centre-ville et à l'aéroport. Et c'est une situation qu'on devrait revivre ce matin. Et il est à noter, effectivement, Oriane, que depuis le début du mouvement, toutes ces manifestations se sont tenues dans le calme. Pas de casse, pas de débordement, pas d'incendie. On a même vu à Nice, jeudi, des policiers baisser leurs boucliers et enlever leur casque au passage de manifestants qui scandaient la police avec nous, des scènes qu'on ne retrouve malheureusement pas forcément partout. Alors d'où ma question à la sénatrice Hélène Conway-Mouret, un peu comme les policiers niçois, Elisabeth Borne tend la main aux syndicats et s'efforce d'apaiser la situation. Est-ce que vous pensez qu'elle a une petite chance d'y arriver ? Je crois qu'elle a une petite chance si elle les entend. Tendre la main est une chose, écouter et entendre ce qui est proposé en est une autre. Et je me répète, pardon, mais il eût été quand même utile de le faire avant même de présenter ce projet de loi. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultation ? Il est tout à fait faux aujourd'hui, de la part à la fois du président comme de la première ministre, de dire qu'il y a eu de très larges consultations. Pourquoi est-ce que les assemblées n'ont pas fait leur travail ? Nous étions prêts, nous avions pléthore d'amendements pour améliorer un texte qui pouvait l'être très largement. Il n'y avait pas d'opposition à une réforme des retraites. Nous savons très bien que sur le plan budgétaire, nous avons besoin de faire des efforts et de planifier les choses. Donc nous y étions prêts, mais nous avons eu, comme d'ailleurs depuis 6 ans maintenant, un gouvernement qui arrive et qui est tellement sûr de lui-même de posséder la science infuse et de surtout ne pas voir son texte touché alors qu'il a été préparé par des services administratifs dans les ministères, et que le politique est là par le biais des députés et des sénateurs pour apporter cet élément politique et faire en sorte qu'en effet la loi qui sera promulguée sera la plus juste possible, juste dans tous les sens du terme. Et donc voilà, tout ce travail n'a pas été fait. En fait, ce texte a été présenté comme les autres auparavant, c'est-à-dire qu'il nous est imposé. Pendant 5 ans, l'Assemblée votait absolument tout ce qui lui était proposé. Bon, maintenant avec le 49.3, ils ne votent plus, donc ils ne servent pas à grand-chose. Et au Sénat, nous avons continué à essayer de travailler avec finalement en limitant les dégâts pour un certain nombre de textes. Donc en fait c'est une méthode, c'est-à-dire qu'ils ont raison. Je crois que si vous rejouez un petit peu les débats au Sénat, le terme de mépris, il y a des termes qui sont revenus dans le débat. C'était des sentiments qui étaient exprimés. Alors on n'est pas là pour faire du pathos, bien évidemment, mais enfin, je crois que les uns et les autres se sont exprimés différemment à l'Assemblée, de façon un peu plus violente, c'est vrai, mais bon, c'est la façon dont les choses se passent. Pour avoir été au banc du gouvernement, je peux vous dire que le Sénat est quand même beaucoup plus respectueux et les choses se passent différemment. Mais moi, je l'ai ressenti comme aussi une violence, cette imposition de toujours avoir raison, ce mépris, cette condescendance. Voilà, un moment, on en a assez. Denis, un dernier mot ? Justement, est-ce que ce gouvernement, il peut continuer ? Est-ce que Elisabeth Borne, la première ministre, peut rester et enclencher des réformes ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une histoire de personne. Moi, je crains que celle ou celui qui lui succédera, finalement, sera soumis toujours au diktat du président, qui continue à décider tout seul, qui prend ses décisions dans son conseil de défense maintenant la plupart du temps, entouré de quelques personnes. Je crois qu'il demeure dans la logique du Startup Nation, c'est-à-dire qu'on est avec 2 ou 3 personnes, on décide d'une chose et puis on se lance. Si ça passe, c'est très bien. Si ça casse, on passe à autre chose immédiatement. Vous savez, le président était déjà dans la réforme d'après. Souvenez-vous, la réforme n'était pas
encore votée, elle ne l'a pas été, que déjà nous étions dans la présentation du SNU, dans le texte suivant. Nous sommes dans une moulinette infernale où, dès lors qu'un texte est présenté, il doit être voté et on passe à la chose suivante. Voilà. Comme si les projets de loi étaient simplement sur une page d'un livre qu'on tournerait à toute vitesse. Merci Denis Caro, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Nice. On regarde la une de Nice Matin. Denis, acte 10, c'est à la une de votre journal. Merci Denis Caro et à très vite. Évidemment, on va parler d'un autre sujet, Hélène Conway-Mouret, puisque pour aider les femmes qui ont des règles douloureuses, vous souhaitez instaurer un congé menstruel. On va voir en quoi ça consiste avec notre journaliste Alex Moussard qui nous rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Hélène Conway-Mouret. Et Alex, vous allez donc nous parler de cette proposition de loi d'Hélène Conway-Mouret qui propose d'instaurer un congé menstruel pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Et oui, c'est un dispositif qui permettrait pour ces femmes souffrant de douleurs menstruelles de prendre une journée ou 2 journées de congé par mois. C'est un dispositif flexible, ça peut être aussi une journée de télétravail et il n'y aurait pas besoin d'une prescription médicale pour pouvoir bénéficier de ces congés menstruels. Alors actuellement, rares sont les pays dans le monde où ces congés menstruels existent. Il y a le Japon depuis 1947, l'Indonésie, la Zambie et depuis un mois, l'Espagne est le premier pays européen à avoir mis en place ce nouveau droit. Alors à quand un congé menstruel en France? Il y a votre texte, Hélène Conway-Mouret. Il y a également un texte sur lequel travaillent les députés écologistes et notamment Sandrine Rousseau. Et puis à l'échelon local, cette semaine, une première ville en France a mis en place ce congé menstruel pour ses agentes. C'est la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. On va écouter le maire de Saint-Ouen. Les femmes représentent 50% de la population en France et la moitié d'entre elles souffrent de règles douloureuses ou de règles incapacitantes. À Saint-Ouen, dans ma ville, nous avons 2000 agents, 60% de femmes, 1200 femmes. Ce qui signifie statistiquement que nous avons entre 500 et 600 femmes victimes de règles douloureuses. On ne pouvait pas ne rien faire. On a analysé l'arsenal juridique, l'arsenal financier et on s'est dit on va mettre en place ce congé menstruel. Et on est vraiment fiers qu'une bonne partie désormais des villes suivent le pas. On sait que Paris a exprimé un vœu il y a quelques semaines et de nombreuses villes emboîtent le pas. Alors à voir maintenant si ce congé menstruel va être généralisé au niveau national. On peut préciser qu'à l'automne dernier, dans le débat au Sénat sur le budget 2023, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel avait déposé un amendement pour créer ces congés menstruels, mais le Sénat avait rejeté cette proposition. On peut préciser aussi que cette mesure fait quand même débat, notamment dans les milieux féministes, car certaines associations estiment que cela pourrait créer une discrimination à l'embauche pour les femmes. Donc il y a un débat autour de cette mesure, mais quand même, on peut dire qu'en 2021, 2/3 des femmes en France se disaient favorables à la création du congé menstruel. Hélène Conway-Mouret, d'abord une petite précision, quand votre texte va être déposé ? Alors, quand il sera juridiquement solide, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, parce que, en effet, je suis partie du terme congé qui nécessitait en fait un amendement au Code du travail. Or, aujourd'hui, après beaucoup de consultations, notamment avec le corps médical, je me rends compte que finalement, ce congé menstruel devrait être pris en charge par la sécurité sociale et donc ne nécessite pas une modification du Code du travail, mais du Code de la sécurité sociale. Tout simplement parce que la mise en place de celui-ci est compliquée, sur le plan budgétaire où, bien évidemment, on demande immédiatement combien cela va coûter. C'est absolument impossible, comme les arrêts maladie, finalement, en France, à en faire une estimation. Et c'est pour cela, et dans la façon dont vous l'avez présenté, j'essaye d'insuffler le plus de flexibilité possible. En effet, de parler de télétravail si la personne ne peut pas se déplacer et de ne pas avoir finalement ce congé menstruel comme un épouvantail. Et cela a été le cas malheureusement en Espagne. Vous avez en effet mentionné que la loi a été promulguée, mais elle n'a pas été encore mise en place parce que les principaux syndicats, en fait, espagnols, aujourd'hui,
bloque et continue à bloquer jusqu'au moment de la promulgation des décrets qui permettra la mise en place de cette loi, mais de trouver finalement le support juridique correct. Donc moi, je m'inspire de ce qui se fait en Espagne, absolument, et je vais d'ailleurs rencontrer bientôt les députés qui, eux, ne sont pas aussi avancés que moi. J'avais proposé 3 articles, justement, la possibilité de l'introduction du télétravail. Mais ce que j'ai fait valider pour l'instant par les services juridiques n'est pas suffisamment solide. Donc j'attends, mais je pense que, en fait, il faut insérer finalement ce congé menstruel dans le cadre beaucoup plus large du bien-être au travail et également de la santé des femmes. Et donc, c'est pour ça que ce travail avec le corps médical est important, où celui-ci, aujourd'hui, est plutôt dans une logique de prendre en compte pour la première fois, finalement, ces douleurs, cette incapacité de travail, et d'avoir peut-être finalement un arrêt maladie qui ne serait pas prescrit tous les mois, mais qui s'inscrirait dans une longue durée et qui ne nécessiterait pas à la femme chaque mois d'aller voir son médecin. Est-ce que du coup, si vous n'arrivez pas à aboutir à une proposition de loi, vous pourriez déposer par exemple un amendement dans la loi travail qui serait examiné avant l'été ? Nous y réfléchissons et je vais voir avec les députés où ils en sont parce que leurs consultations sont différentes des miennes. Et en fait, je pense qu'il faut que nous travaillions correctement et puis surtout d'avoir un soutien le plus large possible. En effet, ma collègue a proposé cet amendement qui a été rejeté. Je pense parce qu'il n'avait peut-être pas été travaillé dans le détail de ce que nous serons en capacité de démontrer et de proposer la prochaine fois avec la délégation ici aux droits des femmes et l'égalité des chances. Voilà, nous avons besoin de ce soutien politique un peu plus large aussi. Et sur le fond, il y a actuellement très peu de pays dans le monde qui ont créé ce congé menstruel. Comment vous l'expliquez ? Il y a une forme de tabou sur ces douleurs ? Je le crois et je pense que justement le fait d'en parler, c'est déjà une victoire. Le texte viendra plus tard, mais je pense que nous avons besoin d'avancer, de progresser avec des tabous et des choses qui sont tout à fait naturelles. Et le fait d'en parler fera aussi peut-être mettra un coup d'arrêt à certaines remarques désobligeantes de la part de certains dont les femmes souffrent, parce qu'il y a la souffrance physique et il y a la souffrance psychologique également. Donc je pense que le fait d'en parler aujourd'hui, et les médias ont très largement finalement suivi ce sujet, est une très bonne chose. Donc il y a la nécessité d'avoir une prise de conscience sur ces douleurs menstruelles. On a vu qu'il y a une initiative locale avec la mairie de Saint-Ouen. Ça peut renforcer cette prise de conscience dans le territoire ? Oui, vous savez, nous avons une dizaine de PME aujourd'hui en France qui l'ont instauré. Alors on voit bien à chaque fois que c'est dans une petite structure, le Parti socialiste également. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la mise en place permet de tester aussi voilà, sur le plan budgétaire et peut-être d'apaiser les craintes et les inquiétudes de certains. Si, je l'espère un jour, cette proposition de loi est acceptée une fois qu'elle est juridiquement bouclée, fera en sorte eh bien, que voilà, il n'y aura pas de peur de la part des syndicats, des grandes entreprises et que finalement, il n'y aura pas d'opposition à cela. Merci Alex. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On parlera de la popularité d'Emmanuel Macron. Ce sera à suivre dans le club. On va parler de l'Afrique pour terminer. C'est un sujet évidemment que vous suivez, Hélène Conway-Mouret. Le Burkina Faso a suspendu hier la diffusion de la chaîne France 24 au motif qu'aurait été diffusée sur la chaîne une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Des accusations sans fondement pour France 24 qui rappelle ne lui avoir jamais donné la parole directement. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités du Burkina Faso ? C'est une grande tristesse. En fait, j'étais hier avec Madame Saragosse, qui était vraiment très très perturbée par cela. Absolument, Marie-Christine Saragosse, qui était auditionnée à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui se réunit toute la semaine à Paris. Et elle était vraiment très très perturbée par cette nouvelle qu'elle devait gérer. Je pense que c'est un signe supplémentaire de la descente aux enfers finalement. Pour le peuple burkinabé, vous savez, c'est le peuple des hommes valeureux, qui ne mérite absolument pas cela, qui aujourd'hui connaît des actes de violence de plus en plus nombreux et qui, je l'espère, ne fera pas appel
à ceux qui aujourd'hui sévissent au Mali. Je parle de Wagner. Je pense que les Burkinabés, enfin je l'espère, résisteront à cette tentation de se dire que s'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème de violence localement eux-mêmes, feront appel à l'extérieur. Mais vous parlez de Wagner. Là, il y a eu la décision de suspendre France 24. Il y a quelques semaines, le Burkina Faso a demandé le départ des soldats français Bien sûr, qui étaient présents sur les territoires. Est-ce que pour vous, il y a une pression de la Russie qui attise le sentiment anti-français sur place ? Bon, alors, bien sûr, on connaît aujourd'hui les actions de la Russie, mais de la Chine également. Hein, et ils ne sont pas les seuls qui ont bien saisi l'opportunité par les réseaux sociaux, finalement, de faire de la propagande dans un premier temps, et ensuite eh bien, d'aller dans le sens de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire finalement pousser les Français dehors pour prendre leur place, mais pas la même place, pas pour les mêmes raisons non plus. Donc... c'est vrai qu'ils sont actifs, mais il ne faut pas simplement regarder voilà, ce que les Russes font. Pourquoi le font-ils et pourquoi ont-ils aussi la possibilité de le faire? Et pourquoi ça marche? Mais est-ce que ça ne marche pas parce que la France est en train de perdre toute influence au Sahel? Voilà, donc il faut que nous nous posions des questions nous-mêmes d'abord, sans simplement se dire c'est la faute des Russes. Oui, les Russes sont là, les Russes s'imposent de plus en plus, mais pourquoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou pas fait correctement pour aujourd'hui être dans cette situation où finalement notre ambassadeur a été rappelé, a été expulsé en fait du Mali, et aujourd'hui nous avons une pression en effet où la France n'est plus bienvenue. Et pourquoi selon vous? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de la part du gouvernement, des politiques publiques d'Emmanuel Macron? Non, pas forcément. Vous savez, bon, je l'ai blâmé tout à l'heure pour un certain nombre de choses, je pense, qui sont justifiées. Mais non, je pense que nous n'avons certainement pas pris peut-être les bonnes décisions pendant longtemps, c'est-à-dire de mettre finalement ce que nous faisons aujourd'hui, enfin, l'accent sur l'aide publique au développement, sur le développement du pays. Nous avons là une jeunesse incroyablement qualifiée, qui ne demande qu'à travailler, qui ne demande qu'à s'épanouir, dans des pays aujourd'hui qui sont dans une grande pauvreté, où la violence sévit, où, enfin, voilà, aussi pour des raisons climatiques, il y a voilà, une conjonction de facteurs qui fait que ces pays n'y arrivent pas. Et que notre présence, qui aurait été peut-être moins évidente sur le plan militaire, mais beaucoup plus sur le plan finalement du développement économique, du développement éducatif et ainsi de suite de ces pays, ferait que nous ne serions pas perçus de la même façon. Donc oui, mais bon, en même temps, nous avons répondu à des appels à certains moments où ces pays étaient, je parle du Mali, là je reviens au Mali, la France n'est pas allée au Mali militairement toute seule. Elle est allée à la demande du Maliens. Un dernier mot, il nous reste un peu de temps sur l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous nous en avez parlé, vous en êtes membre. En quoi ça consiste? Quels sont les enjeux du moment? Alors, ce sont 90 élus locaux. C'est une réforme que j'ai portée en 2013, où nous avons 443 Françaises et Français qui sont élus localement dans tous les pays du monde, là où nous avons une présence diplomatique, éducative, culturelle, économique, voilà. Et donc ce sont un peu des conseils municipaux. Nous avons créé des conseils consulaires autour du consulat, puisque nous n'avons pas de mairie à l'étranger. Et donc ces conseils consulaires réunissent ces élus qui ont des compétences dans tous les domaines que je viens d'exprimer, et qui s'occupent, pour beaucoup, font beaucoup de social finalement, s'occupent de ces communautés françaises qui sont en expansion un peu partout, avec des jeunes qui, pour beaucoup, partent étudier et puis qui ont un coup de cœur pour le pays et décident de s'y installer. Merci Hélène Conway-Mouret. Merci beaucoup d'être venue nous voir pendant cette première demi-heure.
que de plus en plus de Français commencent à comprendre que la France est un pays qui ne s'appartient plus. Nous sommes un bouchon sur l'océan, dirigé par des forces qui nous dépassent. Et Macron, là-dedans, a été catapulté à l'Élysée par une manipulation médiatique. En fait, il est totalement hors niveau, contrairement à une légende urbaine qu'on nous a bassinée sur le fait que c'était un type supérieurement intelligent. Non, c'est un crétin. Mais vraiment. Non, mais vraiment, je le pense très profondément. D'ailleurs, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté à l'inspection... C'est pas très gentil, il était narque aussi. Oui, non, mais à l'inspection des finances, il n'avait pas une si bonne réputation que ça, si vous voulez. C'est un baratineur, c'est un bonimenteur, c'est quelqu'un qui est là qui ment constamment, et il pense que les gens ne font pas le rapprochement. Pourquoi pensez-vous que ce soit si important pour la France de ne pas se séparer de la Russie? Bonjour madame, je vous remercie de votre accueil et de me donner l'occasion de m'exprimer dans cette maison de la culture qui célèbre tout ce qui unit le peuple français et le peuple russe, par la culture bien entendu. Je pense que c'est extrêmement important pour la France de garder et de préserver et de promouvoir une relation d'entente et de coopération avec la Russie. Tout d'abord par les liens historiques, la communauté de destin qui nous unit, et aussi parce que préserver et garder une relation avec la Russie est la garantie d'une stabilité et de la prospérité en Europe et dans le monde, et que malheureusement les conséquences subies de la crise actuelle se répercutent en Europe, dans le monde et en France, et que tout le monde en souffre, et que ça fragilise grandement cet équilibre que mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver. Même au moment les plus difficiles de l'histoire, et tout au long de la guerre froide, mais partant aussi de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie étant dans le camp des vainqueurs avec la France contre l'occupant nazi, mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver cette relation avec la Russie. Toujours. Et je pense qu'il est de l'intérêt de la France de continuer cette politique et de continuer cet équilibre, parce que c'est essentiel à la stabilité de l'Europe. Je pense que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains, et en particulier de l'OTAN, d'utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe, que l'Europe alliée avec la Russie représente un bloc fort, aussi bien politiquement qu'économiquement, que culturellement, que socialement, d'environ 500 millions de personnes, que depuis la guerre du Vietnam et depuis les crises économiques qui ont succédé, liées notamment à l'abandon de l'étalon or sur le dollar, les Américains ont toujours essayé, par la force, par la ruse et par leur politique, essayer de rattraper cette perte d'influence, à la fois économique, à la fois politique et à la fois économique, de rattraper la perte d'influence du dollar comme seule monnaie d'échange dans le monde, et que cette politique continue. Je me révolte et je m'insurge contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne, parce que les déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l'OTAN, et je voudrais citer comme preuve les déclarations récentes de Mme Merkel, qui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été négociés et signés pour garantir la sécurité, l'intégrité et le respect des populations russophones du Donbass, et que les Allemands et les Français se sont portés garants de ces accords pour l'équilibre, la stabilité et la protection des populations dans cette région. Madame Merkel, en disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, a tout fait pour laisser l'OTAN armer l'Ukraine, a tout fait pour poser les bases de ce conflit, et je trouve que c'est grave, parce qu'il y a des millions de personnes qui en souffrent. En autorisant cette expansion nationaliste ukrainienne, elle a laissé entre 16 et 18 000 personnes se faire tuer, être bombardées,
Elle a laissé ces populations ukrainiennes nationalistes annihiler la culture russe, annihiler le sentiment même de leur appartenance à la Russie. Elle a annihilé leur possibilité de pratiquer la langue et elle a laissé, malheureusement, ces crimes s'installer. Ça veut dire que sciemment, ils ont contribué à cette guerre et sciemment, ils ont contribué à cette escalade. Les États-Unis continuent malheureusement cette escalade militaire dont les populations ukrainiennes sont les premières à souffrir, mais aussi les populations européennes. L'ampleur, le nombre et la profondeur des sanctions montrent que tout ça a été organisé très longtemps à l'avance et qu'il s'agit en fait d'une guerre économique aussi, dont les Américains en sont les bénéficiaires. Les Américains vendent leur gaz 4 à 7 fois plus cher aux Européens qu'ils le font pour leur propre pays. Et malheureusement, chacun dans son quotidien en souffre en Europe, parce que tout cela provoque une crise économique et financière qui est absolument sans précédent. Et ma foi, on vous dira, mais c'est la faute des Russes. Très bien, mais les Russes se défendent. Parce que 11 000 sanctions qui ont été prononcées contre elles, plus un 9e train encore de sanctions qui a été décidé hier, eh bien, ma foi, c'est tout à fait légitime et normal que les Russes se défendent. On est dans le modèle, je dirais, actuel, les qualités fondamentales du patriotisme, de l'amour de la patrie et de la défense du peuple sont considérées comme anormales. Je pense que c'est très grave. Et encore une fois, je suis heureux qu'un certain nombre de personnalités politiques du monde intellectuel, du monde économique et des élites reviennent à des considérations d'équilibre, reviennent à une certaine logique et reviennent à ce qui a toujours fait l'historique des relations entre la France et la Russie, c'est-à-dire préserver cet équilibre, préserver l'entente, préserver la coopération, préserver le dialogue des civilisations. Et je pense à l'approche de Noël, à tout ce qui nous unit pour le futur et pour notre communauté de destin. Donc pour moi, cette nécessité, cet impératif de garder une bonne relation avec la Russie, et bien, ma foi, c'est non seulement parfaitement légitime, mais c'est aussi un devoir pour l'Europe et de la stabilité dans le monde et en Europe. Exactement, puisque vous parlez de la stabilité, nous, au dialogue franco-russe, on parle beaucoup de souverainisme, de souveraineté des États. Cette fameuse formule du général de Gaulle, l'Europe des nations, elle n'existe plus, n'existe pas. Comment peut-on construire une relation internationale indépendante dans le monde globalisé d'aujourd'hui? Alors en ce qui concerne l'Europe, mon grand-père était effectivement partisan d'une Europe des nations, c'est-à-dire où chaque pays coopérait en vue d'une Union européenne, à la fois économiquement et politiquement, mais aussi avec une certaine autonomie évidemment politique et de décision. On se trouve dans un système où il s'agit d'une technocratie qui impose des directives qui doivent être appliquées dans chacun des États membres, une technocratie qui est malheureusement extrêmement corrompue. On parle plus maintenant à l'époque, mais lorsque la présidente de la Commission européenne avait été nommée, elle a quand même laissé derrière elle une ardoise d'environ 100 millions d'euros de frais inexpliqués en ce qui concerne l'emploi de consultants extérieurs, de cabinets de conseil lorsqu'elle était ministre de la Défense. Ces questions sont passées sous silence. On a parlé beaucoup aussi des liens qui unissaient la présidente de la Commission européenne avec les industries pharmaceutiques. Je rappelle que son fils travaille pour une entreprise de biotechnologie américaine et que récemment, en ce qui concerne les liens entre Madame von der Leyen et le PDG de Pfizer, par 2 fois le PDG de Pfizer a été appelé à témoigner et se prononcer devant la Commission européenne, par 2 fois il a refusé. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'honnêteté et de transparence au niveau de la Commission européenne qui édicte certaines lois, qui sont des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont en aucun cas le respect de la parole donnée. C'est malheureusement le mal des dirigeants européens d'aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de transparence.
Récemment, on a vu dans l'affaire du Qatar des valises de billets qui s'étaient étrangement retrouvées au domicile d'une des présidentes de la Commission européenne. Donc, au moment où on est dans une crise majeure, une crise politique, une crise économique, encore une fois parfaitement voulue et orchestrée à dessein par les Américains et par l'OTAN, je voudrais encore une fois un peu plus de transparence et d'honnêteté dans le dialogue, et surtout le respect de la parole donnée. Encore une fois, si l'Allemagne, si la France, si l'OSCE, qui s'était porté garant des accords de Minsk, avaient respecté leurs paroles, nous n'en serions pas dans la situation actuelle. Le général voulait toujours poursuivre, et vous venez de le dire, la relation avec la Russie à toute époque. Et dans ses mémoires de guerre, justement hier, avant notre rencontre, je lisais les extraits de son voyage en Russie en 1944, quand elle a rencontré Staline. Et je me permets donc de citer: je notais à quel point le fait que la Russie et la France s'étaient séparées l'une de l'autre avait influé sur le déchaînement des ambitions germaniques. Face au danger germanique, l'action commune de la Russie et de la France était dans la nature des choses. Le général considérait la relation franco-russe naturelle. Il le répète à plusieurs reprises dans différents extraits de ses mémoires. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que le gaullisme actuellement est encore vivant en France? Qui sont ces politiques, peut-être à votre avis, si vous pouvez les nommer ou pas, ou comme justement comme l'héritage du général? Écoutez, je ne vais pas prendre parti pour un homme politique en particulier en France, si ce n'est que je suis contre la politique qui est pratiquée actuellement par le président de la République et son gouvernement, notamment en ce qui concerne la relation avec la Russie. Je pense que, comme j'ai dit souvent dans des interviews, on ne fait pas du en même temps avec des pays aussi forts, aussi entiers, aussi importants que la Russie, que la Chine ou quand même l'Algérie. C'est ne pas comprendre la culture russe, c'est ne pas comprendre la mentalité, c'est ne pas aussi respecter toute l'historique, toute l'ancienneté, toute la proximité des relations que l'on a eues avec la Russie. Quant au gaullisme, eh bien, c'est un héritage, c'est un exemple, c'est la capacité à, en toute chose, promouvoir la grandeur de la France, de la nation et du pays, qui sont des valeurs normales et fondamentales, qui sont malheureusement décriées aujourd'hui. Votre président, justement, avait lancé une émission, je crois que ça s'appelait Valeurs essentielles ou réalités essentielles, vis-à-vis de la jeunesse russe, où on en aurait la patrie, le lever du drapeau, et les valeurs patriotiques et d'amour de la nation. Ben, c'est tout à fait normal, j'ai été élevé dans cet environnement. Dans beaucoup de pays comme l'Algérie, comme la Chine, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, ben, on célèbre la levée des couleurs, le drapeau, l'amour de la patrie, c'est tout à fait normal. Et maintenant, c'est érigé en anormalité par un système qui tend à déconstruire les valeurs essentielles qui sont la famille, la tradition et la religion. Et heureusement, dans votre pays, le président Poutine maintient ces valeurs. Et j'aimerais bien qu'en France, il y ait un leader politique qui fasse la promotion de ces valeurs et de la grandeur de la France. L'héritage du général de Gaulle, c'est effectivement une certaine idée de la France présente sur la scène internationale, mais aussi la France qui se donne les moyens de sa politique. C'est aussi l'héritage d'un leader charismatique, avec une vision, une véritable stratégie et une légitimité républicaine. Je pense que développer une relation à l'international de façon indépendante, c'est avoir évidemment les moyens de sa politique, mais avoir aussi toute cette perspective d'anticipation, de décision, c'est avoir une stratégie claire, c'est avoir une vision claire, c'est avoir des messages francs, des messages précis, une véritable stratégie pour les Français et pour le peuple que ces leaders représentent, puisqu'ils sont au service du peuple, ils sont au service de la nation, ils sont au service de la patrie. Et ils doivent en toute chose promouvoir et porter les valeurs de leur pays. Malheureusement, je ne vois pas de figure émergente en France
qui reprennent ce flambeau. Mais mon grand-père a œuvré toute sa vie pour la grandeur de la France. Il a aussi laissé un héritage, et cet héritage est entre les mains des Français. Il est écrit par l'histoire, et il nous appartient à chacun de continuer cette œuvre et de reprendre le flambeau. La société en France est fractionnée par rapport à la situation et au conflit en Ukraine. Il y a une catégorie de gens qui pensent que de toute façon, peu importe ce qu'il fait la Russie, ils sont contre parce qu'ils le considèrent comme une dictature, un pays qui n'a rien à voir avec les valeurs démocratiques de l'Europe. Il y a une autre catégorie qui pense que finalement les intérêts économiques de la France ne sont pas en Ukraine, ils ne sont pas liés avec ce conflit-là. Bon, il y a ceux qui, je pense, qui sont assez indifférents par rapport au conflit. Il y a une catégorie de gens qui croient vraiment que c'est le combat de civilisation, qu'il y a quelque chose qui dépasse juste la guerre en Ukraine. Et vous en avez parlé juste au tout début. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cet aspect? Oui. Alors, ce conflit a des répercussions dans le monde et dans l'Europe. Ça a provoqué par la volonté des Américains de l'OTAN et largement entretenue par la Commission européenne, une crise fondamentale et majeure qui touche le quotidien de tous. J'ai eu des témoignages de petits artisans, de petits commerçants, de gens qui souffrent de cette situation. Des boulangers, à peu près 50% d'entre eux sont en faillite, aussi bien en France qu'en Belgique et en Europe, parce que leur facture d'électricité est passée de 1 500 € par mois à 5 000, qui rend la poursuite de leur activité totalement impossible, et ce qui va jeter des centaines de milliers de personnes en Europe au chômage et dans la crise. Cette crise est grave parce qu'elle aura des répercussions qui vont beaucoup plus loin. Ce que malheureusement les journalistes occultes et la communauté intellectuelle qui catégorise pour éviter tout débat ou tout dialogue les gens entre pro-russes ou pro-américains ou pro-Poutine ou invoquent je ne sais quelle dictature, eh bien, il faut savoir que moins de 50% de l'aide qui est, enfin de l'aide, plus exactement des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens, arrivent aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terrorismes, pour alimenter des crises politiques, des conflits, pour alimenter des révolutions. Récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de près de 1000 pages d'armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes, et qui vont alimenter le terrorisme partout dans le monde. Il s'agit d'armes lourdes et d'armes légères. C'est un des pays, malheureusement, les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais je critique le régime. Le régime qui a été mis en place par les Américains en 2014 avec ce fameux coup d'État où Madame Nuland, qui est d'origine ukrainienne, tout comme M. Biden, s'est exprimée en disant « fuck the EU ». Pardonnez-moi, je la cite textuellement. C'est-à-dire qu'au mépris de toute considération, même pour les Ukrainiens, elle a instauré une dictature. Je m'insurge et je suis scandalisé qu'en France et en Europe, on fasse l'apologie d'un bataillon qui s'appelle Azov, qui utilise les mêmes emblèmes que ceux de la division Das Reich. Mes parents ont combattu le nazisme, mes grands-parents ils ont même été déportés pour des raisons de résistance. Et pour moi, c'est absolument scandaleux que l'on fasse la promotion de gens qui ont massacré, tué, discriminé des populations dans le Donbass. En 2019 déjà, les déclarations du plus proche conseiller de ce qui allait être le président Zelensky, Arestovitch, disait dans une interview de février 2019 qu'il fallait absolument faire une guerre contre la Russie, qu'ils la souhaitaient et que de toute façon, ils allaient recevoir subventions, armements, soutien de l'Union européenne, soutien de l'OTAN, et que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Les Américains ont d'ailleurs totalement trompé la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien en ce qui concerne la victoire tout à fait, à mon avis, réaliste de l'Ukraine dans cette guerre. Parce que de toute façon,
le grand perdant de cette guerre, c'est la population ukrainienne elle-même, et aussi, par effet de conséquence, l'Europe, avec toute la crise dans laquelle elle s'est engouffrée de par la volonté des politiques. C'est très très triste en fait. C'est la souffrance de l'Europe, c'est la souffrance des peuples. Je crois à cette résurgence, ce retour aux réalités. C'est pour ça que c'est très important pour moi de dénoncer tous ces mensonges et toute la logique qui a conduit à ce conflit. Mais dans ce conflit, on essaie de nous faire croire que la Russie est isolée. C'est totalement faux. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont conscients des enjeux et des réalités, à la fois en France, en Europe et dans le monde, parce que ces personnes sont chargées de rétablir les vérités fondamentales, de dénoncer les mensonges et de dénoncer la logique qui a conduit à cette guerre. Maintenant, je crois aussi au renouveau, je crois aussi à la reconstruction qui suivra, tout simplement parce que, et je reviens à ce que vous disiez de mon grand-père, on ne peut pas se passer de la Russie. On ne peut pas se passer de ce continent en soi, c'est pas tout à fait un continent, mais c'est en tout cas le plus grand pays du monde, qui, de par sa géographie, sa culture et son histoire, représente un potentiel économique, politique, industriel, géopolitique et culturel absolument considérable. La Russie, dans cette crise, tire parti, à mon avis à juste titre, d'une réorientation des centres d'intérêt politiques, économiques et financiers vers l'Est, et sera un des arbitres de ce qu'on appelle l'Eurasie, c'est-à-dire un continent fantastique qui réunit à la fois l'Europe et l'Asie, et qui verra émerger des nouveaux centres de décision. Malheureusement, l'Europe va rater le train de cette opportunité qui est absolument fantastique, sachant que l'Eurasie est un continent qui se suffit à lui-même. Alors, je voudrais aussi dénoncer dans ce régime des sanctions l'hypocrisie, puisqu'on continue à acheter du pétrole russe, évidemment on ne peut pas s'en passer, on continue à acheter du gaz russe, on continue à acheter des métaux industriels, 60% des métaux industriels sur les marchés mondiaux sont, je dirais, dominés par la Russie, on continue à acheter de l'uranium, et les Américains aussi, on continue à fournir, à acheter des aimants pour les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, et heureusement on continue dans ce qui nous unit, c'est-à-dire l'art, les destins communs, l'historique et tout ce qui fait la communauté scientifique, tout ce qui fait les échanges de la communauté intellectuelle. La Station spatiale internationale se poursuit grâce à cette coopération qui va au-delà de ce conflit. Et c'est ce qui nous unit et c'est ce qu'il faut absolument continuer. Justement, il y a encore des choses qui nous unissent, et c'est notamment la culture. À la veille des célébrations de Noël, les Français vont célébrer un Noël un petit peu plus assez rapidement, c'est-à-dire avant Noël russe orthodoxe qu'on va célébrer le 7 janvier. Et justement, au dialogue franco-russe, comme on croit à nos liens historiques et culturels très très forts, on organise un concert de Noël le 22 décembre prochain. Et est-ce que c'est que la culture qui nous reste en ce moment, qui nous unit? Il y a beaucoup d'autres choses qui nous unissent, hein, je vous le disais, et c'est ce que soulignait mon grand-père, que la France et la Russie étaient toutes les deux filles de l'Europe, avaient des origines communes et étaient liées par une communauté de destin et d'intérêt. Ça va bien au-delà de la culture. Ceci étant, la culture et les échanges économiques, c'est ce qui rapproche les nations, c'est ce qui nous unit et c'est ce qui reste au-delà des conflits et des divergences d'intérêts. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans cette histoire commune, il faut faire la paix. Il faut faire la paix, et la paix est inévitable. La paix succède à tout conflit. C'est la paix qui relie les hommes. Cette paix passe nécessairement par une restauration du dialogue, puis une entente, puis une coopération économique. C'est ce qui a refait, je dirais, ce qui a fait une continuité, même au moment de la guerre froide. C'est ce qui fait la continuité entre les peuples.
Et je voudrais donner un message d'espoir et d'union, parce que je crois à cette communauté de culture et de destin, je crois à ce qui nous unit. Les relations entre la France et la Russie sont extrêmement anciennes, et tout le monde parle de paix actuellement. J'ai été un des premiers à dénoncer les mensonges, l'injustice et la spoliation dont votre peuple fait l'objet, que je trouve absolument scandaleux, parce qu'on ne peut pas punir une nation, on ne peut pas punir un peuple pour des raisons de crise, sachant que c'est contraire non seulement aux libertés fondamentales, c'est contraire au droit international et c'est une très grande injustice. Je pense que nulle autre nation, depuis les persécutions juives pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont subi autant de spoliation que le peuple russe actuellement. Pour moi, ça me choque, c'est une grande injustice. Je pense qu'au-delà des crises actuelles, il faut voir l'équilibre des peuples, il faut voir l'équilibre des nations, il faut voir l'équilibre du monde et de l'Europe. Bien évidemment, la culture, c'est une des voies, je dirais, préférées et universelles pour rapprocher nos deux peuples. Je pense que ce qui nous unit, c'est aussi notre histoire commune. Et ce qui nous unit, c'est le reste, comment vous dire, l'amour, l'immense considération que je porte, que ma famille porte, à la richesse de la culture russe, à la richesse du monde russe. Récemment, un prix Nobel de physique disait on veut détruire la culture russe, mais comment peut-on détruire un pays qui est responsable de plus de la moitié des découvertes fondamentales en chimie, en physique et en mathématiques. Vous êtes un grand pays, vous êtes un pays qui a une histoire fantastique et malheureusement le modèle néolibéral inspiré des Américains vise à détruire quelque chose de bien plus fondamental que à gérer un équilibre économique et politique, mais aussi vise à détruire toute une culture. Et comme je vous l'indiquais, on sape les fondements, on sape la conscience d'un peuple parce qu'on veut détruire les deux piliers de la civilisation qui sont la religion et la foi, pour le remplacer par une culture du court terme, de la satisfaction personnelle. On s'attaque aux fondamentaux, voire même de l'éducation. Et je pense que c'est quelque chose de grave et il faut garder ces remparts et c'est ce qui nous unit traditionnellement depuis longtemps avec la culture russe. C'est cette notion, je dirais, comment dire, un petit peu irrationnelle, un petit peu folle que Dostoïevski décrivait très bien. Et c'est ce qui fait la foi, en fait. La foi, c'est un des piliers de la Russie. Et je crois que Dostoïevski le citait, nul ne peut arracher aux Russes sa foi si ce n'est lui-même. C'est ça qui fait votre force et votre cohésion. C'est ce qui fait aussi la force des Français, c'est ce qui fait la force de chaque nation, de chaque pays européen, tout comme la notion de patriotisme, d'amour de la nation, la famille et la religion, qui sont malheureusement des valeurs qu'on tend à vouloir détruire pour mieux réduire la capacité des peuples, des individus à s'émanciper, qui visent à détruire leur intégrité et donc à mieux les manipuler, parce que ça aboutit à une perte de repères. Merci beaucoup, Monsieur de Gaulle, pour ce message d'espoir. On va poursuivre nos actions dans les années qui viennent, je dis bien des années qui viennent, parce qu'on aura besoin de ces relations fortes, stratégiques et cordiales entre la Russie et la France. Et parce que le dialogue ne doit jamais cesser. Merci beaucoup. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens dans le monde, encore une fois, 2/3 de la population mondiale en France et en Europe qui sont avec vous et qui continueront ce travail avec vous, et vous pourrez compter sur mon soutien et ma coopération pour poursuivre cette reconstruction dans l'espoir et dans le renouveau. Merci madame.
monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron en Chine. Nous reviendrons ensuite sur la multiplication des actes anti-chrétiens. Et enfin, une page politique locale avec les Français globalement satisfaits de leur maire, mais pas de leurs impôts. Emmanuel Macron tente d'exister en Chine. Le président français est en déplacement dans l'Empire du Milieu. Une visite qui a mal débuté. Une bouffée d'air internationale pour oublier les déconvenues nationales. C'est un peu la formule que voudrait appliquer Emmanuel Macron de passage en Chine en voyage officiel. Un déplacement avec des objectifs économiques mais aussi diplomatiques puisque le président français entend profiter de l'occasion pour tenter de pousser la Chine à participer à des discussions pour favoriser la paix en Ukraine, comme nous l'explique Laurent Michelon, spécialiste des relations entre la Chine et l'Occident. Les enjeux ils sont doubles, c'est-à-dire que le premier c'est une visite éminemment politique puisque avant même de partir aussi bien Emmanuel Macron que des diplomates sous le sceau de l'anonymat ont déclaré que la visite concernait l'Ukraine évidemment. Les médias anglo-saxons parlent même d'une visite de charme, une offensive de charme d'Emmanuel Macron sur Xi Jinping. Alors bon c'est déjà assez risible le fait qu'on nous refait le coup du Mozart de la finance. Donc là, on est dans le Debussy de la diplomatie. Mais évidemment, c'est pas du vocabulaire de relations internationales. La Chine n'est pas sensible au charme fou d'Emmanuel Macron, mais par contre, elle est sensible au respect. Un respect à l'endroit d'une superpuissance que n'a pas nécessairement eu Emmanuel Macron, qui a cru bon d'expliquer à son hôte comment agir. Dès la descente de l'avion, le président français a enchaîné les erreurs. À la descente de l'avion, Emmanuel Macron a déjà fait 2 bourdes diplomatiques qui risquent de transformer cette visite en un désastre diplomatique. C'est d'abord, il a expliqué que l'intérêt de la Chine n'est pas d'avoir une guerre qui dure. Alors c'est assez étrange quand on se rend dans un pays étranger d'expliquer aux dirigeants qui vous accueillent quel est son intérêt, quel est l'intérêt du pays qu'il dirige. Et ensuite, il a même expliqué que soutenir la Russie relèverait de la complicité de la part de la Chine en Ukraine. Donc là, on est vraiment dans la menace un petit peu cachée. Donc sur le plan diplomatique, on va dire que la visite est déjà un semi-échec à la descente de l'avion. Le président a néanmoins obtenu une déclaration commune avec son homologue chinois Xi Jinping, une déclaration demandant une reprise des discussions pour bâtir une paix durable, mais aussi concernant le non-recours à l'arme nucléaire. Comme souvent, le président français a tenté de tirer la couverture vers lui et a fait sienne l'idée selon laquelle Moscou serait tenu par Pékin. Un discours qui ne prend pas en Russie où le porte-parole du Kremlin a réagi immédiatement ce jeudi, affirmant qu'il n'y aurait pas de médiation de la Chine, que la situation en Ukraine est complexe et je cite qu'il n'y a pas de perspective de règlement politique. Jeudi après-midi, c'est flanqué d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, que le président Macron a eu un échange trilatéral avec le chef d'État chinois. La présidente de la Commission s'est montrée moins enthousiaste que le président français. Guidée à plus forte raison par un agenda atlantiste, elle a évoqué des relations UE-Chine complexes ces dernières années et la nécessité de dialoguer à ce propos concernant notamment le déficit commercial de Bruxelles vis-à-vis de Pékin. Le président français avait, lui, un intérêt différent puisqu'il est également venu en VRP pour des entreprises françaises. Le deuxième volet, si on peut se dire, il va découler du premier, c'est si la Chine est magnanime, elle fait abstraction de ces déclarations un petit peu maladroites d'Emmanuel Macron, mais également de von der Leyen, qui fait partie du voyage aussi. La Chine pourrait très bien signer un certain nombre de contrats, puisque la délégation commerciale française est forte de 60 entreprises, je crois, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à des signatures de contrats pour des sociétés comme Veolia, EDF, je crois qu'il y a Alstom, Airbus. Mais évidemment, ce sera soumis au bon vouloir de la Chine, puisque la visite s'annonce assez turbulente sur le plan politique. Des contrats qui feraient du bien à l'économie française. Emmanuel Macron est, en dépit de son atlantisme et de son européisme, tenu à des intérêts nationaux quand son acolyte von der Leyen tient un discours plus rigide. En Chine, jusqu'à samedi, loin des lacrymogènes parisiennes et des déboires gouvernementaux, le président de la République pourra mettre à profit ce moment pour relire Sun Tzu et préparer les prochaines joutes électorales françaises. Quant à la dimension internationale, il faudra repasser. La liste des attaques contre les catholiques s'allonge. Si pour d'autres, la victimisation joue à plein, les catholiques sont plus pris à partie que jamais alors qu'ils vivent les derniers jours du carême et ce, dans un silence assourdissant. L'église Sainte-Thérèse de Metz vandalisée, des écoliers en proie à des menaces de mort, des établissements pointés du doigt car fidèles
à leurs principes. Voilà les nouvelles affaires accablant les catholiques de France ces derniers jours. La profanation de l'église Sainte-Thérèse de Metz, qui rejoint la longue liste des édifices pris pour cible en 2023, s'est produite dans la nuit du 1er au 2 avril, alors que la messe des rameaux devait être célébrée quelques heures plus tard. La porte de l'église et du mobilier ont été dégradées et la messe a dû être reportée en fin de journée. Les cambrioleurs sont toutefois repartis avec de l'argent trouvé sur place. À Metz, toujours le chanteur travesti Bilal Hassani envisageait de se produire dans une ancienne église le mercredi saint, mais a été rattrapé par la mobilisation des fidèles et contraint d'annuler. Le 31 mars, à 500 km de là, les élèves et les professeurs du groupe scolaire Jean-Paul II dans le Forez ont quant à eux été menacés de mort. C'est sur une plateforme internet utilisée par l'école pour faciliter la communication entre toutes ses composantes qu'un message particulièrement inquiétant a été posté. Une mère de famille de l'école a indiqué au Progrès, le principal titre de la presse quotidienne régionale locale, que l'auteur du message annonçait qu'il viendrait trancher la gorge aux élèves et enseignants avec une lame de machette. L'individu aurait également évoqué Daesh et sa volonté de s'attaquer à la chrétienté, ce qui attesterait du motif religieux des menaces. C'est un piratage informatique qui aurait permis à cette personne étrangère à l'établissement d'accéder à la plateforme en ligne. La profanation, comme les menaces de mort, aurait vraisemblablement provoqué un immense élan de sympathie de la part des médias et des représentants politiques de tous bords si elles avaient visé les communautés juives ou musulmanes. Mais face aux catholiques, ni soutien ni empathie, pire, tous les coups sont permis. Ainsi, Mediapart a choisi non pas d'enquêter sur l'une des nombreuses attaques envers les catholiques, mais de monter en épingle une anecdote concernant l'établissement privé sous contrat Jean-Paul II de Compiègne, dans l'Oise, emboîtant le pas à un groupuscule LGBT local. Contrairement aux graves affaires dans lesquelles les catholiques sont les proies des individus les plus violents, toute la presse nationale s'est empressée de récupérer ce sujet. Le fruit du scandale, l'établissement a mis son veto à des sorties de classe au cinéma concernant 2 films, Simone, le voyage d'un siècle, racontant le combat en faveur de l'avortement mené par Simone Veil, et Rafiki, l'histoire d'un couple lesbien au Kenya. Pour les militants du groupuscule compiègnois Clin d'œil LGBTQI+, cela enverrait un message extrêmement violent pour toutes les personnes potentiellement concernées qui sont dans cet établissement, car il y a l'idée que ce n'est pas bien, que surtout il ne faut pas en parler. L'association estime que pour les élèves concernés, la violence symbolique est extrêmement importante. Il n'est ici pas reproché une action de l'école, mais de ne pas avoir organisé d'événements en lien avec des thématiques contraires à ses croyances. À en croire l'annonce par le rectorat d'une inspection de l'établissement le 11 avril prochain, être catholique serait donc une faute passible de sanction. Une affaire semblable a d'ailleurs touché un autre établissement du département, le lycée catholique Saint-Joseph du Moncel à Pont-Sainte-Maxence. Début mars, des professeurs, a priori peu conscients de la dimension catholique de leur lieu de travail, avaient souhaité organiser une semaine de l'égalité avec des ateliers autour des questions dites LGBTQIA+. Les parents d'élèves s'étaient mobilisés pour que l'événement n'ait pas lieu, un crime de lèse-laïcité intolérable dont on parlera sans doute plus longtemps que la profanation de l'église Sainte-Thérèse ou que les menaces de mort envers des enfants catholiques. Une page contribuable à présent avec les Français qui sont globalement satisfaits de leur maire, mais pas de leurs impôts. Élément d'explication. 7 Français sur 10 sont satisfaits de leur maire. C'est le résultat d'un sondage BVA réalisé en 2020 à l'occasion des élections municipales. Une satisfaction globale, mais certains points demeurent moins idylliques. C'est le cas notamment des impôts locaux. Les notes sont d'une manière générale négatives sur l'ensemble des baromètres de satisfaction. De quoi se poser des questions sur les dépenses des communes, alors que dans certaines villes de plus de 100 000 habitants, la dette peut s'élever à plus de 1 000 € par habitant. Des chiffres surprenants, alors que beaucoup de communes reçoivent des aides de l'État, comme le fait remarquer Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de l'organisation Contribuables Associés. Toute commune, ou beaucoup de communes en tout cas en France, touchent des aides de l'État via ce qu'on appelle la DGF. C'est une aide de subvention d'État qui est versée aux communes. Et on a tendance à oublier ce facteur. Alors, par exemple, pour les communes, pour l'ensemble des collectivités territoriales, donc les régions, départements, et donc les 35 000 communes françaises, les montants, ces transferts que l'État effectue chaque année aux collectivités locales comptent pour presque 100 milliards d'euros par an. Donc, en fait, tout contribuable local est aussi un contribuable national parce que les subventions d'État abondent les budgets des communes. Des sommes d'argent jetées par les fenêtres, les dépenses de l'ensemble des communes représentent 95 milliards d'euros par an. Pour Jean-Baptiste Léon, ce montant s'explique en partie par une législation inadaptée. Et souvent, on oublie de regarder près de chez soi et on voit sur 20-30 ans, avec notamment les lois de décentralisation, il y a une exposition gigantesque de la dépense publique locale
Et notamment, cela est dû à deux facteurs. C'est dû à la création par les socialistes dans les années 80 du statut de la fonction publique territoriale. Et autre grand facteur qui a fait que les dépenses publiques ont explosé dans les collectivités, c'est la création de l'intercommunalité. On s'est rendu compte donc avec les groupements de communes, que les groupements de communes qui ont été créés depuis 20-30 ans, qu'on nous a présenté comme étant une source d'économie, on voit que c'est tout à fait le contraire, que la création des communautés de communes a produit une explosion des dépenses, et notamment parce qu'il y a beaucoup de fonctions, de fonctionnaires dont les missions doublonnent quand ils sont à la commune avec ceux qui sont dans la communauté de communes. Dans certaines intercommunalités, la commune principale rend des services à des communes plus petites. Les dépenses par habitant augmentent ainsi considérablement dans la ville la plus importante. En outre, l'organisation en communauté de communes est souvent inutile en plus d'être trop coûteuse. À titre d'exemple, dans une intercommunalité en zone rurale, il est peu probable qu'un grand nombre d'agents soit nécessaire. Il reste à savoir quels seront les enjeux de la réforme sur laquelle le gouvernement devrait bientôt travailler. Au mois de mars, Emmanuel Macron a reçu les 7 présidents des principales associations d'élus locaux, à l'exception de David Linard, président de l'Association des maires de France, absent ce jour-là. Il a ainsi pu écouter les propositions permettant de préparer le plan pour la décentralisation qu'il devrait présenter avant l'été. Et passons à présent à l'actualité en bref. 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mercredi, une rencontre entre les représentants syndicaux et le Premier ministre Elisabeth Borne s'est conclue par un échec. Ce jeudi, malgré la pluie sur une importante partie du territoire, les manifestants sont descendus dans les rues. Des sites universitaires ont été bloqués, ainsi que des écoles, collèges et lycées, principalement à Paris, mais aussi à Lyon, Lille et Rennes. En outre, des blocages sont effectués sur les périphériques. Au moins, les automobilistes ont pu profiter sur certaines zones d'opérations péage gratuit. Les chiffres des préfectures font état de 270 000 manifestants partout en France, hors capitale, avec les habituels écarts avec les centrales. Ainsi, les syndicats parlent de 170 000 manifestants à Marseille, la préfecture 10 000. Une baisse est globalement constatée dans le pays, mais les chiffres demeurent extrêmement élevés, à considérer le fait qu'il s'agisse de la 11e journée de mobilisation et que le texte a déjà été voté. À Paris, où syndicats et préfectures de police s'écharpent sur le nombre de manifestants, les cortèges étaient bien garnis. Jeudi matin, des participants ont envahi le Centuriol, un immeuble du 2e arrondissement, abritant notamment le siège français de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, suspecté d'être le récipiendaire privé de la réforme des retraites. La manifestation était également un baptême du feu pour Sophie Binet, nouveau secrétaire général de la CGT, qui affirmait aujourd'hui que tant que la réforme ne serait pas retirée, le pays ne reprendrait pas un cours normal. Une manière de se montrer radicale, elle qui vient de la CGT cadre. Plus royaliste que le roi, elle a même renoncé à répondre aux questions de la chaîne CNews, mais n'a éprouvé aucune gêne à répondre à BFM TV, télévision des milliardaires Drahi et Veil. Un anticapitalisme à géométrie variable qui fera regretter le désormais ancien secrétaire général Philippe Martinez. Le Conseil d'État du côté de la police. La juridiction ultime de l'ordre administratif s'est prononcée pour le refus d'imposer au ministère de l'Intérieur des mesures d'identification des policiers. Saisi en urgence mercredi, le Conseil d'État n'a ainsi pas estimé nécessaire de rendre effective l'obligation faite aux forces de l'ordre de porter un matricule d'identification lors des interventions. Alors que des faits avérés de bavures policières ont eu cours au cours des dernières semaines, dans un climat de violence émanant notamment de l'extrême gauche en marge des mouvements sociaux, une identification des forces de police aurait pu témoigner d'une certaine volonté de transparence. Jean Castex ne va pas avoir le temps de s'ennuyer. La Régie autonome des transports parisiens, la RATP, fait l'objet d'une enquête pour tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme et mise en danger d'autrui. L'association Respire avait déposé en mars 2021 une plainte au motif que la RATP n'informerait pas correctement ses millions d'usagers sur les niveaux de pollution de l'air auxquels ils sont exposés lorsqu'ils prennent le métro ou le RER. En juin 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire avait publié un rapport selon lequel le taux de particules fines dans les enceintes ferroviaires souterraines était en moyenne 3 fois plus élevé que dans l'air extérieur urbain. Jean-Marc Morandini tiendra-t-il encore longtemps ? Le présentateur vedette de CNews est au cœur d'un nouveau scandale. Mediapart a en effet révélé cette semaine l'existence de centaines de conversations qu'aurait eu le journaliste avec des mineurs. Les échanges porteraient sur un glauque marchandage consistant à proposer aux jeunes de rencontrer Cyril Hanouna en échange de photos d'eux. Des accusations à prendre avec des pincettes, Mediapart étant parti en croisade contre la galaxie Bolloré.
Reste que ce n'est pas la première fois que de pareilles accusations sont tenues à l'endroit du présentateur. Une carrière de playmat qui commence mal. Le ministre Marlène Schiappa a défrayé la chronique en posant dans des tenues ridicules et peu ragoûtantes dans le magazine de charme Playboy et ne s'est pas fait que des amis. Sa consoeur et ministre Isabelle Rome, qui est attachée au portefeuille à l'égalité homme-femme qu'elle a elle-même occupé lors du précédent quinquennat, estime que Marlène Schiappa ne fait pas avancer la cause des femmes. Évoquant la revue états-unienne comme un condensé de stéréotypes sexistes, elle n'a pas ménagé sa petite camarade. Elle s'est en revanche montrée plus discrète sur l'entretien lunaire du président dans le magazine Pif Gadget. Colonialisme LGBT au Maghreb. Au Maroc, dans une école française située à Kenitra, près de Rabat, une enseignante aurait donné des cours sur l'homosexualité et l'identité sexuelle à des enfants de moins de 10 ans. Des parents d'élèves se sont plaints auprès de la direction de l'établissement, qui se serait seulement engagé à encadrer l'enseignante sans prendre davantage de mesures. L'avocat des parents s'est exprimé ce début de semaine et a affirmé que la police marocaine avait ouvert une enquête. Nouveaux affrontements à Jérusalem. Mardi soir, des policiers israéliens sont entrés dans la mosquée Al-Aqsa. 350 personnes ont été arrêtées au motif que des Palestiniens se barricadaient à l'intérieur, armés de feux d'artifice et de pierres. Le but de ces derniers serait de réagir face à la provocation de fidèles juifs effectuant des rituels sur l'esplanade des mosquées. L'intervention a été filmée et les images circulent sur les réseaux sociaux. Un regain de violence en Israël qui coïncide avec le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou en décembre 2022. Une armée électorale pour Emmanuel Macron. Le nombre de centenaires a été multiplié par 30 en 50 ans. L'INSEE constate ainsi que si 0,9% des femmes nées en 1900 atteignaient la barre fatidique des 100 ans, elles sont 3% pour la classe 1922. 86% des 30 000 centenaires en France sont d'ailleurs des femmes. Une inégalité devant la durée de vie qui ne fait pas l'objet de polémiques. Un peu plus de la moitié des centenaires vit en institution, mais 33% d'entre eux vivent seuls. Le président, lui, pourrait engager une décrue du nombre de centenaires en légalisant l'euthanasie. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, un ancien officier de l'armée à l'origine de la tribune des généraux qui s'exprime, puis immédiat, mais tout de suite mes libertés politiques avec François Abiod-Lochner. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Lorsque Donald Trump a annoncé qu'il se présenterait aux prochaines élections présidentielles américaines, la gauche américaine est entrée en transe. Car si le Donald est investi par les républicains, la probabilité qu'il l'emporte est grande. Branle-bas de combat au sein de la gauche américaine. Que faire pour empêcher le retour du Donald ? La tricherie électorale ne suffira pas, car les républicains savent maintenant précisément ce qui a permis à Joe Biden d'être élu président. Le matraquage médiatique ne suffira pas, car le système médiatique dominant, à la fois gauchisant, boboisant et wokisant, est de plus en plus décrié au sein de la population américaine. Alors, que faire ? Gilbert Bécaud l'avait déjà dit en son temps. « Et maintenant, que vais-je faire ?» Eh bien, la gauche américaine, corrompue à un point peu imaginable, a trouvé la solution. Il faut inculper le Donald. Oui, mais sur quel motif? Eh bien, c'est très simple. L'une de ces sociétés aurait versé 130 000 $ à l'une de ses maîtresses avant son élection pour qu'elle ne dise rien de leur frasque amoureuse. Bon, d'accord. Le Donald aurait tout de même dû se maîtriser. Il existe d'ailleurs des médicaments pour cela. Bon, d'accord, ça n'était pas bien d'acheter le silence de sa maîtresse en utilisant la trésorerie d'une de ces sociétés. Oui, d'accord. Mais enfin, nous parlons de 130 000 $ et d'une inculpation pour cela. Alors que le fils Biden est empêtré dans des affaires financières incroyablement louches, menées notamment en Ukraine et en Chine, pour des montants peut-être 100 fois ou 1000 fois supérieurs aux ridicules 130 000 $ du Donald. Et cerise sur le gâteau, le papy Biden, président des États-Unis, pourrait être partiellement impliqué dans les scandales qui déboulent sur le fiston sur un grand nombre de sujets.
scandale sexuel, scandale de drogue, et j'en passe sans que les Biden en trépassent. À l'évidence, la gauche américaine, qui n'a jamais été aussi dangereuse, a décidé de ne reculer devant rien pour abattre le Donald. Le seul problème, c'est que le peuple américain n'est plus dupe comme il a pu l'être. Que les médias commencent à se poser des questions, que la menace guerrière ukrainienne des fous furieux démocrates bellicistes commence à inquiéter sérieusement la nation américaine, que l'économie du pays est profondément ébranlée par la politique économique du gouvernement. En bref, que les démocrates sont de plus en plus déconsidérés. Jusqu'où ira la gauche américaine pour tuer le Donald? Nul ne le sait, mais si la gauche américaine tente vraiment de le faire disparaître du jeu politique, je ne donne pas cher de la paix civile dans ce pays. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il m'est intolérable, en effet, de savoir qu'ici même, à Entraigues, qui eut, dès 1789, 2 députés du tiers-État élus à la Convention, Entraigues, dont le passé rebelle et républicain a toujours été sans faille, Entraigues, centre de la résistance au nazisme, il m'est intolérable de savoir que 10% de nos concitoyens votent pour le contraire des idées de justice, de solidarité, de fraternité, qui sont l'essence même de notre histoire et de notre civilisation. Alors, je me dis que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, qu'il faudra faire autre chose, qu'il faudra faire autrement. Je ne me résous pas au rejet, à l'exclusion. Je ne me résous pas à la haine. Je ne me résous pas à la bêtise du désespoir. Ma présence ici, ce soir, parmi vous, n'a d'autre signification que de vous en convaincre et de vous assurer que pour les combattre, je serai toujours à vos côtés. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Quand on sera plus avancé dans notre vaccination deuxième dose avec les groupes, on va revenir pour voir comment on va parler de la deuxième dose pour les 12-17. Moi, je garderais ça aussi simple que ça. Bon, maintenant... J'achète. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord. Il faut éviter de rentrer dans le débat de la myocardite, qui est un signal actuellement, là, parce qu'on ne voudrait pas non plus que le monde se mette à avoir peur par rapport à ça. C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Ici, on assiste à une discussion entre le ministre et son attaché politique, qui vient de parler à une médecin spécialiste, dont l'opinion diverge de celle de la Direction nationale de la santé publique. Ça, on irait 8 semaines pour tous les groupes, sauf les moins de 30 ans, que là, on est un peu sur hold. Oui. Et elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi les 18-30 ans, vous faites ça. La seule chose qu'on disait, c'est les 12-17 ans, soyez pas pressés de leur donner la deuxième dose, le temps qu'on ait les études américaines qui nous viennent. Excuse-moi, là, Chris, j'ai posé exactement la question entre 12-17 puis 18-30, c'était la même chose, puis ils m'ont répondu oui. Exact. Moi, on dirait que tout est à refaire.
j'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Un projet pilote de vaccination à l'auto sera aussi mis en place dans la grande région de Montréal, comme c'est déjà le cas ailleurs. Il y a des belles formules qui vont faire que ça va être très, très pratique pour certaines familles de dire dans notre bulle, on est 4, puis on s'en va en auto, puis on se fait vacciner. On se trouve actuellement sur le tout premier site de vaccination à l'auto au Québec. Vous allez voir derrière moi, là, il y a environ une vingtaine de tentes qui ont été installées comme ça pour permettre aux véhicules d'entrer à l'intérieur et aux occupants d'être vaccinés sans même sortir de leur véhicule. Et avec le temps d'attente et le temps d'observation à la fin, là, on parle d'un parcours d'une trentaine de minutes au total. À terme, ce qu'on espère, c'est pouvoir vacciner jusqu'à 4000 personnes par jour et ce sera possible de vacciner également à 4 personnes d'une même famille en même temps. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, était sur place ce matin. Il s'est réjoui de cette nouvelle offre pour la vaccination. On peut l'écouter. C'était uniquement un concept dans nos têtes il y a même juste quelques semaines, d'être capable d'offrir aux patients, à nos Québécois, un service à la clientèle qui est pour moi une nouvelle vision de la santé. Il faut pas avoir peur de ça, je vous assure. Lisez les revues scientifiques, les choses comme ça. N'allez pas sur les blogs ou les trucs des rageux qui vous racontent n'importe quoi. Moi j'entends tout le temps le vaccin, il est encore en développement, il n'a pas fini sa phase expérimentale. C'est vraiment n'importe quoi. Le truc, on n'a jamais eu quasiment autant de recul pour un vaccin que pour celui-ci. Ce qu'il faut comprendre, d'abord je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dangerosité avec un vaccin. Est-ce que je l'ai dit? Je ne crois pas l'avoir dit. On a montré la preuve. Comme d'autres, effectivement, en tout cas, il ne fonctionne pas. C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que les vaccins sont là, il va y en avoir plein. Ces vaccins sont efficaces, ces vaccins sont absolument extraordinaires. Pour ce qui est du dernier, on nous annonce même 90% les nouvelles d'aujourd'hui. Ouais. Suivant quelques mesures, plus abordable. Un prix coûtant à $2,50, donc on peut faire de l'innovation sans que ça coûte une fortune. C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Il y a des gens qui pensent que le masque, c'est la solution. Utiliser des masques quand c'est pas nécessaire, ben ça aide pas personne. Parce que tout le monde pense qu'en portant un masque, ils sont protégés. Là. Puis je peux vous dire que porter un masque toute la journée, là, même en tissu, vous allez voir que vous allez être essoufflé quand vous allez monter ou descendre des escaliers. Ben, vous venez de voir que le masque qui donne cette impression de I'm Superman, je suis protégé, ça devient plutôt dangereux. Il faudrait le porter pour des courtes périodes, parce que si vous avez ça toute la journée dans le visage, je vous défie de ne pas toucher à votre visage. Si vous portez un masque et vous vous sentez sécurisé, c'est nuisible. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier.
finir enfin en rappelant une évidence, mais qui est fondamentale, le respect des gestes barrières. Ces gestes, nous les connaissons bien, mais avouons que nous avons eu tous tendance à baisser la garde ces derniers mois à mesure que la situation s'améliorait. L'objectif principal de cette ouverture de la vaccination aux enfants entre 5 et 11 ans, c'est bien de les protéger eux-mêmes, de protéger ces enfants contre des formes graves du Covid-19. Alors fort heureusement, ces formes graves sont rares, mais elles peuvent arriver, elles ont pu survenir, et donc l'objectif principal de cette vaccination, le bénéfice premier de cette vaccination, de cet élargissement de la vaccination aux 5 et 11 ans, c'est bien de protéger les enfants eux-mêmes contre la vaccination. Il y a des Français qui ont eu 2 fois du Moderna et à qui on va proposer du Pfizer. Aucune inquiétude, c'est pareil. Ce que je leur dis, ce que disent les scientifiques, c'est que changer d'un vaccin pour un autre, passer du Moderna au Pfizer ou du Pfizer au Moderna, est considéré comme encore plus protecteur par les études scientifiques. C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Donc, les Québécois peuvent changer de dose. Dans un cas comme dans l'autre, c'est avantageux de recevoir une deuxième dose, que ça soit du même vaccin ou que ça soit d'un autre vaccin. Donc, il n'y a pas de problème là à changer de vaccin ou à garder le même vaccin. Alors, je demanderais aux gens, là, parce qu'il y a à peu près une dizaine de pourcents de gens qui refusent de prendre le Moderna puis qui attendent le Pfizer. Je pense pas qu'on est là en ce moment. Je demanderais aux gens, les 2 vaccins sont excellents. Ces 2 vaccins ARN. Vous arrivez au centre de vaccination, si on vous offre un Moderna, il est aussi bon qu'un Pfizer. Un ministre, je ne dirais pas lequel, m'a dit c'est comme 2 marques de pâtes bien connues, c'est-à-dire parce que c'est le même mécanisme, c'est un vaccin ARN messager. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. L'AstraZeneca en deuxième dose, ça pourrait peut-être, une petite affaire plus, amener des effets secondaires. Puis, changer de dose, ça pourrait peut-être mieux protéger. C'est le contraire, madame. Êtes-vous sûr? C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Donc, les lockdown files, c'est ce qu'ils nous apprennent. Les lockdown files, ils nous apprennent que le gouvernement savait. Puis il n'y en avait rien à cirer. La seule chose qui est importante pour le gouvernement, c'est des sondages, puis des points. Puis Legault, Dubé sont tous responsables. Parce que qu'est-ce qu'on apprend avec les lockdown files en Angleterre? Il s'est passé exactement la même chose ici. Une incompétence crasse. Et puis, c'est pas terminé. Il y a le pouvoir. Le pouvoir rend ivre.
Imaginez, vous, là, vous avez le contrôle sur la vie de millions de personnes. Comme ça. Tu sors pas du jour au lendemain. Ils étaient ivres de pouvoir, ces gens-là. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Je comprends que il y a peut-être des fois des lignes qui coupent là, depuis ce matin, des gens qui appellent. 877-674-4545. Ils sont déjà rendus au cabinet du premier ministre qui sont en calice. Fait qu'il faut faire de quoi, là? Sauf qu'en même temps, c'est notre opération, là. Ce qui sort, c'est que ça va bien. On est rendu à 44 000 personnes. Je comprends, sauf que les lignes téléphoniques ne marchent pas. Puis on nous avait dit que tout était beau de ce côté-là, qu'on allait avoir 700 travailleurs, puis c'est pas ça pendant tout qui se passe. Non, je sais pas de qui a été capable d'avoir. Ouais. Des pharmaceutiques s'inquiètent que le Québec n'administre pas la deuxième dose. Et c'est l'attaché politique du ministre qui doit les rassurer. Fait qu'on va la donner la deuxième dose, là. Tu peux rassurer ta gang là-dessus, là. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord. Il faut éviter de rentrer dans le débat de la myocardite, qui est un signal actuellement, là, parce qu'on ne voudrait pas non plus que le monde se mette à avoir peur par rapport à ça. Dans les faits, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne du temps. C'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Merci. Ma deuxième question, c'est sur la vaccination. Le SIC et le CCNI ne recommandent pas l'administration du vaccin Moderna pour les 12 à 29 ans parce qu'il peut y avoir des effets secondaires possibles. Mais en pharmacie, pour ce groupe d'âge-là, c'est la seule chose qui est offerte, puis même dans les centres de vaccination, c'est beaucoup Moderna qui est donné. Est-ce que donc ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui se déplacent, puis ils revirent de bord en voyant que c'est le Moderna. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une espèce de contradiction qui sème de la confusion? Comment qu'on peut rassurer là-dessus? Ben, je veux juste bien comprendre votre question parce que la deuxième partie de la question de Moderna versus Pfizer, je pense qu'on l'a déjà réglé. Je comprends que des fois il y a des préférences qui se créent en ce moment, mais c'est tellement important d'aller chercher la troisième dose. Mais c'est la première partie parce que j'ai pas très bien compris, Madame Presse, vous avez parlé du SIC et du CCNI. Je veux juste bien comprendre. Oui, le SIC et le CCNI ne recommandent pas l'administration du vaccin Moderna pour les 12 à 29 ans en raison d'effets secondaires possibles. Mais en pharmacie, c'est ce qui est offert pour ce groupe d'âge-là. Bon, mais écoutez, je vais vous avouer, là, je vais le regarder parce que pour moi, il y avait, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier, puis je pourrai vous revenir parce que pour moi, il y avait pas cet enjeu-là, mais si vous le dites, il y a peut-être un enjeu, mais Dr Boileau? Ben écoutez, vous comprendrez que je viens d'arriver dans les fonctions. J'ai été concentré sur les enjeux qui ont été traités tantôt. Pour la vaccination, pour répondre à votre question, franchement, je suis surpris. Je vérifierai, puis on pourra vous donner des réponses. Et Madame Prince, si jamais, là, parce que on se rejoint souvent sur les réseaux sociaux. Là. Je vais obtenir la réponse très rapidement, puis je vais publier la réponse. Donc, votre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une limitation en ce moment par le CCNI et par le SIC sur Moderna pour la catégorie 15 à 29. C'est ça votre question? Exact. Okay, oui, merci. Je vais m'informer dans les minutes qui vont suivre le point de presse, puis on va vous revenir. Merci. Est-ce que vous voulez profiter, M. Dubé, pour répondre à la question de Véronique? Oui, parce que j'aime pas ça quand je suis pas capable de répondre. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Alors, merci, Madame Prince, puis je pense que je vais la mettre rapidement sur les réseaux sociaux. En fait, ce que j'avais oublié, c'est que sur Moderna, il y avait eu un avis à l'effet que il fallait informer, puis je pense que c'est déjà sur Clic Santé, puis je m'excuse si je le savais pas, qu'il y avait on offrait d'informer les gens
qu'il y avait peut-être un risque un peu plus élevé pour la catégorie 15 à 29 de myocardite, pardon. Pendant tous les points de presse, Christian Dubé a devant lui une tablette électronique. Sarah Maud Boyer-Gendron, son attachée politique, lui envoie en temps réel des messages textes. Sur les 85 ans et plus, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont nées avant 1936. Alors, on pense qu'avec les 200 000 vaccins qui vont rentrer dans les 2 prochaines semaines... Non, c'est ça. Il y en a 40 000 déjà qui étaient... Ah, mais il l'a pas... Non. De faire très rapidement les 85 ans et plus, et ça va nous donner... Tu l'avais texté, là? Ouais. Pourcentage, parce que... De myocardite, pardon. J'aurais dû le savoir, puis je ne le savais pas. On va passer à Marc-André Gagnon du Journal de Québec. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Parmi les vaccins anti-Covid, le sérum américain Moderna. La Haute Autorité de Santé le déconseille pour les moins de 30 ans. L'instance s'appuie sur une étude selon laquelle il accroîtrait légèrement le risque d'inflammation du cœur chez les jeunes. On l'a appris hier, Benjamin, la Suède a décidé de suspendre, alors par précaution, le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, et ça fait beaucoup de bruit, jusqu'ici évidemment en France. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Cette étude confirme l'existence d'un risque de myocardite ou péricardite dans les 7 jours suivant une vaccination contre la Covid-19 avec un vaccin ARN messager chez les personnes âgées de 12 à 50 ans, particulièrement les jeunes de moins de 30 ans. Ce risque est plus élevé avec le vaccin Moderna. Le vaccin Moderna est-il sûr, fiable? On voit qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont du mal à les écouler, ces vaccins Moderna. Vous savez, j'étais à Bruxelles pour un conseil européen des ministres de la Santé mardi. Nous étions 27 ministres de la Santé réunis. Il y a un seul pays qui se pose la question du Moderna, c'est la France. 新型コロナワクチンの接種後に若い男性で稀に報告されています心筋炎や心膜炎についてモデルナではそれぞれ 81.8 人と 48.8 人となっています。今日開かれた専門部会では心筋炎と心膜炎についてワクチン接種の重大な副反応として位置づけることが了承され、遺族会はワクチン接種のリスクを広く伝えるとともに国に対し原因究明と救済を求めるために結成され、接種後に亡くなった人の遺族12人が参加しています。この中にはちゃんとでも取材した宮城県在住で接種から3日後に夫が死亡した須田さんも加わっています。ワクチンの原因で亡くなったと国に必ず認めてもらいたい。ここから皆さんと共に大切な家族の無念を晴らすべくやってまいりたいと思います。ワクチン接種後の死亡事例は国への報告分で1868人に上っていますが、救済認定されたのは4人です。遺族会には他にも118人が参加予定で、今後国に対し死亡とワクチンとの因果関係の認定を求め集団訴訟を起こす方針です。En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Le 15 mars, on apprend en pleine réunion que l'Union européenne tourne le dos au AstraZeneca. Je voulais juste vous dire que je viens de voir passer que la France également retire. Donc ce matin, l'Allemagne et la France pour l'AstraZeneca, ils retirent le. Je voulais juste vous le mentionner. Pas une super bonne nouvelle. Alors à ce moment-là, on le dit, les personnels en magasin de fonds, puis on s'est assuré dans nos centres de vaccination que si les gens veulent avoir un Pfizer, en autant qu'ils soient dans cette catégorie d'âge-là, ils pourront avoir un Pfizer au lieu d'un Moderna parce qu'il y a un risque un petit peu plus élevé, mais on me dit que c'est minime, puis on
on va s'assurer qu'on donne l'information. Voulez-vous commenter là-dessus, Dr. Boileau? Non, c'est bon? Ben, c'est exactement clair. ça. Ça, on le savait, mais c'était pas une interdiction. Là. C'est ça. C'était effectivement exactement ça. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. Véronique. Oui, parce que j'aime pas ça quand je suis pas capable de répondre, puis j'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Alors, merci Madame Prince, puis je pense que je vais la mettre rapidement sur les réseaux sociaux. Dans les 2 prochaines semaines, on va recevoir moins de vaccins Pfizer. Daniel, ce tableau-là, on va faire un tweet, s'il n'est pas déjà fait, là, pour dire comment le 30-34 ans... C'est déjà à la télévision. C'est déjà à télé? C'est déjà à télé? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Ah non, mais écoute, qu'est-ce que vous avez fait? Pfizer a été poursuivi, payé par 60 millions de dollars, pour des décennies de briberie. Briberie, c'est la corruption. D'accord? Que les partenaires que nous avons ont tous déjà été condamnés pour corruption. Vous ne pouvez pas laisser les gens qui manient des milliards une liberté totale dans leur relation avec des gens qui décident de la santé. Voilà, qui décident que la corruption, c'est la corruption, ça a toujours existé. C'est aussi vieux que le monde. Mais quand la corruption concerne directement des décisions médicales, alors là, ça devient un problème dont la nation doit s'emparer. Le jour où les laboratoires et les gouvernements seront rendus pénalement responsables et civilement responsables des causes que peut provoquer le vaccin, moi j'ai plus de soucis. Pour le moment, c'est pas le cas. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Présente, les agences privées ont à faire un choix. Moi, je pouvais plus aller dans des ententes de gré à gré maintenant que la pandémie est finie. Maintenant,
tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier. J'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. 9 de myocardite, de myocardite, pardon. De myocardite, de myocardite, pardon. J'aurais dû le savoir, puis je le savais pas. On va passer Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Merci.